Nous restons toujours dans le récit avec les ateliers Little Io qui proposent aux enfants de 7 à 12 ans de découvrir les aventures des grands héros mythologiques, littéraires, historiques ou religieux en se familiarisant avec l'histoire de l'art. Joséphine Barbero, donc créatrice et animatrice de ces ateliers, va nous expliquer comment ça se passe, le déroulé d'un atelier type, comment ça s'organise. Alors, je reçois les enfants dans un petit groupe d'une dizaine d'enfants environ. L'atelier dure 2 heures et commence par une chanson que j'écris spécialement pour chaque atelier et qui raconte de façon brève, avec des mots simples et avec une mélodie dont on peut se souvenir, qui devient comme une ritournelle, l'histoire et les aventures du héros dont on va parler. Donc les enfants commencent petit à petit à s'approprier cette histoire. Ensuite, je raconte les aventures avec un récit que je réécris en m'appuyant et en citant de façon très importante, le plus possible, les textes classiques fondateurs qui sont à l'origine du mythe et des aventures dont on va parler. Donc je ne me prive absolument pas, même pour des enfants de 7 à 12 ans, de citer Ovide, de citer Sénèque, de citer Homère, de citer Shakespeare, La Fontaine, etc., etc., puisqu'ils sont parfaitement capables de savourer le texte. Alors il y a certains passages évidemment dont je me passe et dont je les épargne, mais grosso modo mon idée est aussi de les faire aimer et rentrer dans ces textes fondateurs. Une fois qu'on a raconté l'histoire, au fil de l'histoire je fais dérouler sur l'écran quelques illustrations des œuvres d'art qui soutiennent la narration et qui permettent aux enfants évidemment de mieux comprendre et de mieux saisir ce que je suis en train de leur raconter. Et puis quand j'ai terminé, la question c'est alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et alors là c'est très drôle parce qu'on discute, les enfants reformulent l'histoire à leur façon, avec leurs mots, avec leur subjectivité, ce qui amène une réflexion absolument passionnante. Et puis quand on a terminé de faire le tour de ce que chacun a retenu, on se demande aussi, et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Roméo ? Est-ce que vraiment tu te serais battu ? Est-ce que vraiment tu aurais trouvé ta femme, ton amoureuse morte ? Est-ce que vraiment tu te serais également suicidé ? Bon, et donc les enfants réagissent avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de fraîcheur, et c'est tout à fait passionnant. Et chacun avec des façons différentes, d'ailleurs les petits avec plus de spontanéité que les grands, mais les grands de façon déjà un petit peu plus cérébrale. Et après avoir bien compris le mythe et sa portée symbolique, sans pour autant rien formuler de cette façon-là, on passe à travers les œuvres d'art qui se sont inspirées du mythe en question. Aussi bien des peintures que des ballets, des opéras, des films, des photographies. Évidemment, il faut faire une sélection qui est très difficile. L'atelier ne durant que 2 heures. Je suis bien obligée parfois de renoncer à de grands opéras que les enfants adoreraient pour autant. Mais il faut tout de même que l'ensemble reste digeste et appréciable. Et la sélection se fait selon des critères bien évidemment de beauté, de plaisir, mais aussi à la fin en fonction de la trame qui relie les œuvres entre elles. C'est-à-dire que ça m'intéresse aussi de donner aux enfants l'idée que le mythe vit à travers les œuvres d'art et que c'est aussi par la fortune picturale, musicale, que ce mythe continue de vivre et de grandir. Et donc vous recevez dans chaque atelier une dizaine d'enfants. Voilà, c'est ça. Une dizaine d'enfants. Donc ça c'est un choix pour l'intelligibilité de la chose. Alors je pourrais faire plus. Le lieu dans lequel je donne ces ateliers est assez petit, donc c'est l'espace qui me contraint aussi à ne pas recevoir plus d'enfants. Mais j'ai la chance de pouvoir donner des ateliers pendant les vacances scolaires au Collège des Bernardins. Et dans ce cadre, évidemment, les salles sont beaucoup plus grandes. Et là, je peux accueillir une quinzaine ou une vingtaine d'enfants. Et c'est intéressant parce que j'aime que chaque enfant évidemment prenne la parole à un moment ou à un autre, mais finalement le fait d'être très nombreux ne les empêche pas, ne bride absolument pas leur spontanéité. Donc c'est une formule qui
fonctionne parfaitement avec plus d'enfants. Et pourquoi vous avez fait le choix des textes fondateurs, des mythes, justement? Alors, j'ai un passé d'éditrice de livres d'art, et je suis d'ailleurs toujours éditrice, dans une maison qui s'appelle les éditions Diane de Sellier, et qui publie un livre par an dans une collection, les grands textes de la littérature illustrés par les grands peintres. C'est Diane de Sellier qui a fondé cette maison en 1992, et petit à petit, la collection s'est dessinée autour de ces grands textes, qui sont des textes parfois spirituels, parfois des épopées, mais globalement des textes qui aident à vivre et à cheminer. Et la chance que j'ai eue en éditant un certain nombre de ces textes à ses côtés, c'est que chaque livre, l'Iliade et l'Odyssée, la Légende dorée, les Métamorphoses d'Ovide, le Dit du Genji, le Ramayana, le Cantique des oiseaux, sont l'occasion d'élargir mes connaissances, puisque à l'origine j'ai un savoir-faire d'éditeur mais pas de connaissances, et j'aime ce lien entre les œuvres. Et évidemment, quand on s'attaque à un sujet, on ne s'intéresse pas que à la peinture, même si c'est la peinture qu'on reproduit, et évidemment qu'on écoute tout le temps de la Légende dorée, les chants sacrés et les grands opéras de la mythologie quand on publie Ovide. Donc voilà, le chemin s'est fait de cette façon-là. J'ai énormément de chance d'apprendre grâce à ce métier, et je considère ce métier comme un métier de passeur de savoir. La transmission culturelle, c'est un plaisir inouï, et évidemment le public des enfants m'intéresse beaucoup également. Tout en soulignant que les parents peuvent aussi rester et assister. Oui, absolument. Comment ça se passe quand les parents sont là? Alors, les parents sont là. J'étais très intimidée. Au démarrage, les parents n'étaient pas là. Et puis, j'ai eu l'occasion d'avoir plus d'adultes un jour que d'enfants dans un atelier que j'ai donné dans un salon du livre. Et ça a été très intéressant parce que je me suis dit, bon, très bien, je ne m'adresse qu'aux enfants, je ne vais pas parler aux adultes. Parce qu'il faut bien comprendre que je ne suis pas mythologue, je ne suis pas théoricienne, j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais enfin, je suis pas incollable sur les œuvres dont je parle. Et bien souvent, les questions des enfants, je les renvoie à d'autres questions. Donc ça m'intimidait, ce public d'adultes qui pouvait potentiellement poser des questions beaucoup plus difficiles que les enfants. Et en réalité, tout se passe très bien. Les parents sont là, assistent de façon silencieuse à l'atelier. Évidemment, ils sont tout à fait libres de poser des questions, mais c'est vrai que je m'adresse aux enfants pendant l'atelier. Et puis à la fin, on échange. Les enfants me disent chacun l'œuvre qu'ils ont préférée et pourquoi. Et je questionne évidemment les parents de la même façon. Et je sais qu'après, le discours continue à la maison et dans la voiture en partant sur ce qu'ils ont vu et entendu et aimé ou pas. Alors comment peut-on s'inscrire? Comment ça se passe pour les parents? Enfin, j'ai l'un de mes amis, je vous en ai parlé, oui, qui avait accompagné l'un de ses fils, qui en a été ravi. Comment ça se passe quand on veut participer? Alors, il y a un site internet, tout simplement, qui est ioartculture.com, sur lequel le calendrier des ateliers est proposé. Les ateliers ont lieu une fois par mois, dans le petit bureau des éditions Diane de Sellier de la rue Bonaparte, ce qui est très chaleureux, tout à fait cohérent aussi, puisque les parents retrouvent là un univers qui a priori les intéresse, donc on peut s'inscrire tout simplement sur le site internet des ateliers. Donc c'est un atelier par mois? Un atelier par mois, pour le moment en tout cas. Alors, qu'est-ce qui... J'ai envie de vous poser la question un peu à tous les deux. D'où nous vient ce besoin d'écouter, de raconter des histoires? Alors, je crois que quand je commence les ateliers, chaque histoire commence par « Il était une fois ». Et quand on a ce « Il était une fois », tout à coup, la porte s'ouvre chez les enfants, mais chez les adultes aussi, quelque part. Et ce que disait Thomas Dietrich tout à l'heure était absolument intéressant, parce que cette idée d'avoir des références, d'avoir des héros, d'avoir des métaphores, des histoires édifiantes qui permettent de temps en temps d'expliquer la difficulté du monde, d'expliquer les difficultés de la vie, de faire le lien avec des histoires ancestrales qui sont d'ailleurs la plupart du temps communes à toutes les mythologies. Donc évidemment tout ça est très très cohérent et je crois que c'est un simple besoin pour vivre, pour mieux vivre. Ah oui, moi je suis un grand adepte du retour aux fondamentaux, aux mythes. Ne serait-ce que parce que c'est beau. C'est très bien écrit. Quand on lit Homère, pour la beauté de ce visage, 1000 navires furent jetés à la mer. On n'a pas fait mieux depuis. Non, mais je pense que c'est important de connaître, que ça soit les mythes, que ça soit les mythes religieux, même si on peut peut-être pas qualifier ça de mythe. C'est très important pour comprendre
pour comprendre d'où l'on vient, pour comprendre comment les gens ont vécu avant nous. Et c'est vrai que souvent, ça fait un peu peur. Notamment, et c'est pour ça que je salue l'audace de votre démarche, parce que donner Homère ou Ovide à des enfants de 12 ans, ça peut paraître courageux, mais je pense que c'est essentiel. C'est essentiel pour qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent, d'où on vient. Moi, j'avais fait mon premier roman, j'avais rebaptisé, donc c'est un roman qui se passait en Afrique aussi. J'ai rebaptisé tous mes personnages d'un nom mythologique. Donc il y avait Icare, il y avait Prothée, il y avait Circé. Donc voilà, j'essaie de raccrocher l'histoire. C'est pas forcément extraordinaire, mais raccrocher l'histoire de mes personnages dans une réalité moderne africaine à des personnages mythologiques, parce que finalement les dilemmes c'est intemporel. Je pense que l'Iliade a tout épuisé. Avant, il y a presque plus besoin de réécrire quelque chose après. C'est-à-dire, ils ont passé tous les thèmes en revue, et puis depuis, on fait que décliner, qu'adapter, que faire des variantes. Donc, je pense que oui, c'est important, c'est fondamental de revenir au mythe. Et Joséphine Barbero, vous intervenez également dans des écoles. Oui, absolument. Alors, comment vous êtes reçu dans les écoles? Parce que quand même, est-ce que c'est quelque chose qu'est-ce qui vous pousse à aller dans les écoles? C'est parce que vous constatez que ça ne se fait pas? Et pour quelle raison on ne peut pas banaliser ça dans les écoles, justement? Alors, ce qui me pousse toujours, c'est l'envie de partager. Ça, c'est très clair, que ce soit dans les écoles ou dans un cadre privé ou dans des lieux, dans des institutions culturelles. Et concrètement, dans les écoles, ça se passe très très bien, c'est-à-dire que c'est comme si on amenait, du point de vue du professeur, de l'enseignant, c'est comme si on amenait le musée, l'opéra, le ballet et le cinéma pendant 2 heures aux enfants, tout en restant dans une ambiance extrêmement joyeuse. On n'est pas là à l'école, dans ces ateliers, même si c'est vrai qu'on apprend beaucoup, que on ne crée rien avec ses mains, donc c'est un atelier un petit peu atypique par rapport à l'offre qui existe aujourd'hui, mais enfin tout reste très joyeux, très amusant, très ludique. Mon but est que les enfants s'amusent. Peu importe si en sortant de là, ils ne savent pas qui est Delacroix. Ça m'est égal. Du moment qu'ils ont compris ce que c'était Roméo et Juliette, je suis contente. Voilà. Et c'est donc dans les écoles, il y a 2 possibilités, ou bien des ateliers ponctuels sur le temps scolaire avec la maîtresse ou avec le maître, que l'enseignant peut préparer éventuellement en amont ou pas. J'aime autant s'il ne le prépare pas. Et puis, j'interviens également dans un cadre périscolaire de façon hebdomadaire. C'est un petit rendez-vous avec un groupe d'enfants que je retrouve chaque semaine, et ça c'est très plaisant aussi, puisque là on prend beaucoup plus le temps et les enfants reformulent et adorent évidemment revoir les extraits que je leur montre. Et est-ce que c'est pas une manière aussi d'apporter, comme je le disais au tout début, un peu d'inventivité dans la pédagogie scolaire, justement? Alors dans la pédagogie scolaire, je n'en sais rien. En tout cas, dans l'imaginaire des enfants, oui, clairement. Mais je vous dis pas par là. Est-ce qu'on peut se dire peut-être qu'il vaut mieux essayer même quitte à essayer de faire de la même manière dans d'autres domaines, essayer d'enseigner d'une autre façon? Est-ce que c'est pas une façon aussi une espèce d'expérimentation pour d'autres domaines? Oui, absolument. C'est vrai que c'est une façon de transmettre la connaissance qui est plus transversale, disons. Mais les enseignants sont très demandeurs et très gourmands de ce genre de principe. En tout cas, j'en connais plus d'un qui pratique aussi à sa façon, en mettant en lien des exercices scientifiques, l'histoire, la géographie, etc. Donc je pense que est-ce que c'est perceptible du point de vue des enfants? En tout cas, je pense que c'est une vraie volonté de la part d'un certain nombre d'enseignants. La discussion actuelle me fait penser il y a quelques mois ou quelques années un rapport de la Cour des comptes qui dénonçait le manque de rentabilité de la Comédie Française, notamment parce qu'il y avait des groupes scolaires qui y venaient. J'ai trouvé ça absolument intolérable. Comment ose-t-on? Oui, non, mais comment ose-t-on? Ça veut dire en vertu d'une certaine forme de rentabilité, on devrait interdire à des groupes scolaires de venir à la Comédie Française, de voir Roméo et Juliette, de voir Cyrano de Bergerac, et on devrait faire payer tarif plein à tous ceux qui ont eu accès à la culture et qui sont capables de débourser 40 ou 50 euros pour une place de théâtre. Donc oui, moi je pense que c'est très important de mettre la culture à la portée de tous. Voilà, parce que c'est ça qui nous structure, qui nous lie, qui nous permet de nous relier. Vraiment, oui, tous ces grands mythes, finalement, ils sont partagés par tout le monde. On parle quand on lit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est des mythes qui sont partagés par les Juifs, les musulmans, les chrétiens, et c'est ça qui nous lie. Et si on enlève la culture, qu'est-ce qui nous reste après?
qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus rien, il nous reste si la rentabilité, le savoir-faire économique, le numérique. Je pense pas que ça soit suffisant pour construire une société et construire le vivre ensemble. Donc ce que vous faites, moi je peux que le saluer et l'encourager et être admiratif. Donc, dans le milieu scolaire, Barbero, pour vous, c'est encourageant. Vous dites quand même, vous rencontrez des enseignants qui sont réceptifs, qui sont créatifs, justement, et qui veulent essayer d'autres formes de transmission. Oui, absolument. Oui, ils sont très, très gourmands de cette formule. Eux-mêmes, je pense, n'ont pas le temps et les moyens pour développer à chaque fois et pour chaque classe ce genre d'activité, mais ils sont très, très partants pour l'expérience. Donc, les prochains ateliers, qu'est-ce que vous proposez? Alors, les prochains ateliers, j'ai un atelier le 16 janvier, donc samedi prochain, qui est l'histoire de Jupiter et Io, tirée des métamorphoses d'Ovide. Et Io, justement, a donné le nom aux ateliers, Little Io. C'était une jeune nymphe qui a été transformée en génisse par Jupiter pour échapper à la colère de Junon, qui était jalouse de la relation qu'il avait avec elle. Et le mythe de Io est justement très intéressant parce qu'il est transversal, parce qu'il se fond avec le mythe d'Isis en Égypte, parce qu'il a eu une fortune qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. On dit qui est Io, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent répondre à cette question, et pourtant on a un opéra de Lully absolument magnifique, on a des œuvres d'art du Corrège qui sont à tomber par terre et que les enfants aiment et apprécient et découvrent donc à cette occasion. Et puis l'atelier suivant est consacré à Roméo et Juliette. Et puis ensuite un atelier sur Pierrot, et puis on suit le rythme une fois par mois. Donc on peut découvrir ça sur le site internet. Oui. Également, vous proposez une formule d'abonnement pour ceux qui souhaitent participer à plusieurs ateliers. Voilà, notamment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont abonnés pour toute l'année, qui sont venus au premier, et puis hop, tout le monde s'est abonné derrière. Donc c'était très, très encourageant et très positif. Et c'est très agréable pour moi de voir que les enfants qui viennent souvent aux ateliers, alors d'abord viennent avec plaisir, commencent par dire, tu sais, je voulais pas être là, c'est maman qui m'a inscrite, moi ça m'ennuie beaucoup. Je sais pas de quoi tu vas nous parler, mais j'ai amené un livre au cas où. Et puis en réalité, ils reviennent. Quand je les croise dans la rue, parce que tout ça reste pour le moment en tout cas assez local, me disent « Oh, dis donc, ce que tu nous as montré sur Schumann, c'était tellement bien la semaine dernière ». Donc se souviennent, sont marqués, me demandent qu'est-ce que c'est le prochain atelier, etc. Donc pour moi c'est ça le vrai succès, c'est de voir que les enfants aiment, apprécient ces œuvres d'art, cette beauté, et que j'arrive à leur ouvrir les yeux et petit à petit à leur donner des clés et des racines et des référents. Au bout de 3 ateliers, tout le monde sait que Zeus et Jupiter, c'est la même chose. Et puis tout le monde sait que Mars a tel et tel attribut. Et puis on sait ce que c'est qu'un attribut. Et puis on a compris ce que c'est que le clair-obscur. Et puis on comprend ce que c'est que la musique imitative. On arrive petit à petit, au fil des ateliers, à se forger un vocabulaire et une façon de regarder et d'entendre les œuvres d'art. À l'origine, vous êtes éditrice. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité à entreprendre cette démarche de partage, de pédagogie, de transmission? Je crois que c'est tout simplement de côtoyer des enfants. J'ai moi-même 3 enfants. Je fréquente beaucoup les musées avec eux et avec des amis de ces enfants. Et les enfants nous disent toujours « Raconte-nous une histoire qui est dans un tableau ». C'est ça qui les intéresse, c'est les histoires. Et à partir du moment où on ne raconte pas d'histoire, la durée de la visite au musée, elle est claire. Si on raconte les histoires, alors les enfants restent, apprécient, se souviennent et veulent y retourner. Donc c'est cette porte-là que j'ai sentie et que j'ai voulu, dans laquelle j'ai véritablement voulu m'engouffrer parce qu'elle était immense et qu'elle donne des choses très très belles. Et vous avez toujours... dans votre enfance, on vous a raconté des histoires de façon naturelle. Vous avez bénéficié de cet environnement-là, tous les deux? Oui, moi en tout cas. Oui, absolument. Ouais. C'est vrai, je ne me suis jamais posé la question, mais tout à coup, c'est une évidence, bien sûr. Oui. Il y a une tradition de l'oralité africaine, de la fable. Quand il y avait Amadou Banteba qui disait, ce grand écrivain Peul, malien, qui disait que quand un vieillard meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Donc ce transfert du savoir, des histoires, qui sont édifiants, de ces mythes. Par exemple, j'aime peut-être cette histoire dont j'essaye de tirer un peu d'en faire une maxime pour ma vie et peut-être
pour la vie des autres. C'est l'histoire d'un grand incendie dans la savane, et puis tous les animaux sont devant les flammes, les champs de ciel, et ne savent pas quoi faire. Et il y a une petite hirondelle qui va dans la mare et qui prend quelques gouttes d'eau dans son bec et qui va les jeter sur le feu. Et l'éléphant lui dit, mais ce que tu fais, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu vas pas éteindre le feu, toi, misérable petite hirondelle que tu es. Et l'hirondelle lui répond, oui, je sais bien, mais je fais ma part. Et je pense que c'est important pour chacun de faire sa part. Joséphine Barbero, si je comprends bien, je rappelle que l'atelier du 16 janvier est complet. Le matin, mais il reste quelques places l'après-midi. Bien, absolument, parfait. Il reste des places l'après-midi. Et donc le matin 10h30, 12h30 c'est complet, mais en revanche on peut venir de 14h30 à 16h30. Oui, tout à fait. D'accord. Et le suivant, ce sera donc le samedi 30, oui. Toujours 10h30, 12h30 et 14h30, 16h30. Voilà. Et donc, comme autour vous de l'avez Roméo et dit, Juliette. Roméo et Juliette. Je suis trop vieux, moi. C'est ça. Mais alors, c'est drôle parce que j'ai plein d'adultes qui me disent, on est enfant jusqu'à quel âge? On peut venir, même après 12 ans, donc la réponse est oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, le site internet, donc, c'est atelier ioartculture.com. Voilà. Tout à fait. Et je rappelle, donc, le titre du roman de Thomas Dietrich, Les enfants de Toumaï, c'est édité chez Albin Michel. Merci à tous les deux. Merci. D'être au micro d'Aligre FM. Et je rappelle que la musique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission est celle de Carbon Based Lifeform. Carbon Based Lifeform, c'est un duo suédois de musique électronique de Goldberg, composé de Daniel Segerstad et Johannes Edberg. Nous avons écouté dans l'ordre Central Plains, Tensor et Silent Running. Merci à Gabriel Ribéo qui était à la technique. Merci à vous, amis auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h sur Aligre FM 93.1. Bon week-end, à samedi prochain. Bonne semaine, à samedi prochain.